Après chaque intervention, il y aura un petit temps de 15-20 minutes de débat avec la salle, après chaque intervention. Et là, oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour en particulier à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. Ça s'est pas trouvé comme ça tout à l'heure. Bon. Il y a beaucoup de visages connus. Et c'est, voilà, Pascal vient de le dire, juste avec plaisir, joie, émotion aussi quand même de vous retrouver là et d'être ensemble pour partager cette journée. La première partie, c'est sur le thème direct de la journée, et la deuxième partie ce soir, si vous n'êtes pas lassés, ce sera sur les déductions et le prolongement de la journée. Effectivement, parler devant tout ce monde, c'est un petit peu quand même impressionnant. C'est pas ce qu'on fait tout le temps, comme vous l'a dit Pascal à l'instant, et ça demande comme de se lancer, comme de chercher les retours auprès de vous, voilà, auprès des personnes qui sont là. On se sent plus comme en train de chercher des choses. Voilà. C'est aussi pour ça, sans doute, que parler, c'est pas comme si c'était automatique ou comme si ça coulait de source. On se sent plus en train de chercher. Même une journée comme aujourd'hui, ça pourrait paraître bizarre. S'ils font une journée, c'est peut-être qu'ils ont quelque chose à proposer. Oui, au fur et à mesure qu'on cherche, chemin faisant, on a trouvé 2 ou 3 trucs et on a envie d'essayer de les partager. Mais vraiment dans notre dynamique, c'est plus ça. Ça pose il y a des tas de questions qui se posent aujourd'hui dans le rapport que nous entretenons avec le savoir. Au début du confinement, c'est-à-dire au début des reports que nous avons fait de cette journée d'études, Le Monde a publié une interview d'un monsieur que vous connaissez qui s'appelle Edgar Morin. C'était une interview qui avait été réalisée quelques semaines auparavant. Et dans cette interview, il disait qu'effectivement, aujourd'hui, notre problème, c'était peut-être moins de découvrir des choses, de nouveaux savoirs, que plutôt la question de comment on se les approprie. Voilà. J'ai trouvé cette remarque particulièrement intéressante, comme si nous avions un problème d'absorption, en fait. Des savoirs, on en a énormément. Les champs sont multiples, ils se croisent. Aujourd'hui, on a des moyens d'information inédits. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait avec cette chose-là? Comme si nous avions un petit défi, les uns et les autres, à passer de ce qu'on pourrait appeler le savoir à la connaissance. C'est-à-dire quelque chose qui serait au fond plus intégré. Le mot connaissance, ça vient d'un mot latin que je ne vais pas essayer de dire tout de suite, mais c'est de là que ça vient. Et ça veut dire quelque chose comme éprouver, et éprouver au sens le plus concret du terme, c'est-à-dire quasiment éprouver charnellement, en fait. L'origine étymologique, quelque part, de connaissance, c'est ça. Et c'est fait peut-être partie de nos problèmes avec le savoir. C'est qu'on en a beaucoup, on n'arrive plus à le mettre dans notre tête, et quand il est dans notre tête, c'est pas encore suffisant pour qu'on puisse l'utiliser, en fait. Il faut arriver à l'intégrer, à le faire descendre. C'est peut-être ça la question du passage jusqu'à la connaissance. Dans les choses que j'ai à vous dire ce matin pour l'ouverture, j'en ai 2 pénibles. Une tout de suite et une à la fin. Donc, j'espère qu'on va aller jusqu'à la fin. Voilà. La première est une remarque, c'est d'une certaine façon liée à la connaissance, pour l'éprouver, est une remarque sur la souffrance. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça les origines de la souffrance, mais les origines, ce qu'il y a de nos problèmes avec la souffrance. Pour la plupart d'entre nous, on adopte une position sur le registre de ne pas vouloir souffrir. Il y a bien sûr quelques exceptions, je parle pour personne ici présent, mais ça arrive des fois qu'il y ait des êtres humains pour des raisons diverses qui n'ont pas tout à fait ce profil-là. Mais quand même, pour une très très grande majorité statistique, on est plutôt dans ne pas vouloir souffrir. Ça nous pose vraiment un problème
à partir de là, puisque la souffrance est strictement inhérente à la condition humaine, comme vous le savez. C'est impossible. Peut-être on peut des fois le penser, ou le rêver, le fantasmer, mais c'est impossible de concevoir une vie sans souffrance. Donc, de toute façon, on va s'y colter à cette souffrance inhérente à la condition humaine. Partant de là, il y a comme s'il pouvait y avoir différents types de souffrance. Il y a la chose où vraiment c'est pas de bol. Je sais pas. Il y a un tremblement de terre. Ça peut faire souffrir. Mais ça, au fond, c'est très extérieur à nous. C'est plutôt dans les autres aspects de la souffrance que ça va nous poser des questions, quand cette souffrance a une cause humaine. C'est-à-dire quand je souffre parce que quelqu'un a fait ou pas fait quelque chose, mais dans tous les cas, l'acte ou le vide, si c'est ne pas faire, l'acte me touche, fait quelque chose à moi, me fait mal en fait. Voilà, ça c'est une cause humaine. Et même pire, la souffrance peut devenir une causalité du lien humain. C'est-à-dire que la souffrance peut se mettre à organiser en tant que telle l'ensemble des relations. Voilà. Donc ça, c'est déjà, rien que là, déjà, on est dans quelque chose qui est assez complexe. Ça peut être par quelqu'un que je souffre, mais ça peut être aussi, je suis avec quelqu'un qui souffre, et même si je ne sais pas pourquoi, je me mets à souffrir de ce que l'autre souffre, même si j'ignore ce que c'est. Et du coup, notre relation commence à s'organiser avec ce vecteur tournant qu'est la souffrance. Ça nous pose un certain problème de chevauchement, de confusion. À quel moment, ce vecteur tournant, je commence à penser que peut-être c'est à cause de l'autre. Peut-être je me mets à en vouloir à l'autre qui n'a pas traité sa souffrance, et cette souffrance qui m'envahit. Il y a un certain chevauchement à cette chose-là. Ce n'est pas une destinée obligatoire, la chose, mais il y a un certain chevauchement. Notre inconscient est intensément construit sur ce paradoxe-là. On ne veut pas souffrir, et la souffrance est inhérente à la condition humaine dans les dimensions que j'essaye de nommer tout de suite. Notre inconscient, fonctionnant de façon totalement paradoxale, est basé sur cette opposition-là. C'est-à-dire d'un côté sommairement le refoulement, et de l'autre côté la répétition. D'un côté, un truc automatique pour mettre de côté, pour ne pas souffrir, pour mettre dans une boîte, pas avoir mal tout de suite. Et de l'autre côté, ça ne peut pas s'empêcher, ce qui est dans la boîte s'agite, même si la boîte est bien fermée, et du coup, ça fait que dans la vie dehors, il y a des choses qui font répétition. Et cette espèce de tension, ce paradoxe, nous donne en principe pas mal de travail. Il y a de ce paradoxe-là une certaine récursivité dans le traitement de la souffrance, comme on s'en rend compte ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a même inventé des méthodes, des approches ou des outils pour essayer presque de sauter par-dessus cette souffrance. C'est-à-dire pouvoir traiter quelque chose qui fait mal, mais sans trop passer, des fois sans passer du tout par la case souffrance. La case souffrance, c'est-à-dire une méthode où on va, je sais pas, s'endormir ou avoir un traitement qui va, hop, nous aider à aller mieux après. Ça se sera fait un petit peu comme sans mots. Je n'ai rien contre aucun outil. Tous les outils qui sont inventés pour toutes les approches qui sont mises au point pour aider les êtres humains, la plupart sont pertinentes. Ce qui est juste embêtant, c'est quand certaines sont utilisées en sautant cette case. C'est-à-dire que la question, ce serait plutôt comment les utiliser en retenant le passage par la souffrance, voilà, plutôt qu'en proposant de sauter par-dessus cette souffrance. Sinon, automatiquement, comment on fait pour l'intégrer? Quelque part, l'inconscient se frotte un peu les mains en se disant il y a un petit bout qui reste refoulé, jusqu'à la prochaine fois, nous répéterons à nouveau. C'est peut-être là que les crises s'intercalent. On vous propose deux modèles de crise, deux modèles. Bon, je sais pas, c'est les délimitations qu'on a trouvées pour essayer de rendre un exposé clair. Mais au fond, il y a des tas de façons de parler de la crise et c'est pas du tout poursuivre ça. On propose juste deux points de repère. Ça nous a aidé à le penser et vous verrez si ça convient pour vous. La première type de crise, c'est ce qu'on a appelé une crise d'étape, et la seconde, c'est ce qu'on a appelé une crise d'incubation. C'est Pascal qui a trouvé ce dénominatif sympathique. Comme on était en phase de Covid, vous voyez, ça tombait impeccable. Voilà.
Alors, la crise d'étape, qu'est-ce que ça serait? Ça serait grosso modo, il y a un changement. Dans la vie, il y a un changement qui commence à pointer son nez et qu'il va falloir passer. On est dans ce qu'on pourrait appeler des cycles de vie. C'est une étape commune à la vie familiale. Si on prend comme référence groupale la famille pour l'instant, c'est une référence à la vie familiale. Donc il y a une étape commune. Alors moi je sais pas, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le fait que les enfants partent, ça peut être la mort d'un grand-parent, ça peut être toutes sortes de choses, au fond, toutes sortes d'événements de la vie, un déménagement, pourquoi pas. Des choses au fond qui vont d'une façon ou d'une autre faire étape et qui font que ça bouscule l'ordre établi et que la famille est déséquilibrée au point d'en être en crise. Ça peut être aussi une étape pour soi, simplement, c'est pas forcément que commun, ça peut être une étape pour soi, mais au fond répertoriée. C'est-à-dire, je sais pas, depuis que je suis parti à la retraite, par exemple, il se passe quelque chose dans ma vie qui est particulier, que j'attendais pas et qui me met en difficulté, en crise. Ça, ce serait le premier type de crise. Vous voyez, la crise d'étape. Et puis la crise d'incubation, ça c'est vraiment la question passage existentiel. Vous voyez, c'est vraiment la dimension qui va aller nous bousculer jusqu'à remettre en question au fond notre identité profonde. Et là, ce qui est, je ne sais pas si on peut dire amusant, mais ce qui est observable, ce qui est absurde dans ce type de crise-là, c'est qu'il n'y a pas forcément un motif extérieur. Peut-être ça vous est arrivé, ou peut-être vous connaissez des personnes à qui ça arrive, c'est assez régulier quand même dans une vie humaine, c'est vraiment le genre de truc qui peut arriver à tout un chacun. Mais au fond, dehors, tout va bien, et puis dedans, il y a quelque chose qui fait que ça va pas, ou ça va plus, ou on n'arrive pas à profiter de ce qui va bien, apparemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les grosses questions. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je fais sur cette planète. Vraiment la crise identitaire avec des références qu'on utilisait avant qui peuvent plus nous servir. Voilà, des choses qui foutent le camp comme ça, et on ne sait pas trop au fond ce qu'on va devenir et quelle est la boussole interne qu'on va pouvoir retrouver. Ça fait donc ces deux types de crises, d'étape ou d'incubation. La vraie question, au fond, que ce soit l'un ou l'autre des aspects de cette crise, c'est comment on va gérer le changement. Parce que bon, c'est à ça que ça amène. Il faut qu'il y ait un changement. Il y a au moins un changement interne, ou il y a un changement dehors, mais au fond, la vraie question, c'est comment on va se gérer ce changement. Et bien sûr, la première option, si on veut être fidèle aux habitudes de l'inconscient, de ne pas bousculer les choses, la première option, au fond, ce serait de le subir, ce changement. C'est-à-dire, oui, crise d'étape ou crise d'incubation, mais la transformation, elle vient là cogner à la porte, et on n'a pas envie de la prendre. Et du coup, on va résister. Alors, on va résister, ça ne veut pas dire que certains changements, ils ne vont pas se faire. Au fond de moi, j'ai pas envie, par exemple, que mes enfants partent, et puis en fait, ils vont partir quand même. Alors ça va se faire de force, ou j'ai pas envie d'être à la retraite, et puis finalement, à un moment ou l'autre, les autres, ils vont m'y mettre à la retraite. Donc voilà, de toute façon, ça va finir par se produire la chose. Et bien sûr, si je suis en résistance, si je suis à subir cette chose-là, le prix, immanquablement, ça va être du symptôme, d'une façon ou d'une autre. L'autre aspect possible de ce changement, c'est d'en devenir acteur. Et là, évidemment, ça vient nous chercher sur deux choses. Si on veut devenir accompagnant de notre propre transformation, de la transformation du groupe auquel on appartient, si on veut devenir acteur et accompagnant de ce passage-là, eh bien, ça nous pose au fond, grosso modo, deux questions. Une du côté de la décision, c'est-à-dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Voilà. Et ça, bon, peut-être qu'il y a une petite partie de cette décision qui peut être inconsciente, mais je crois que quand on fait le choix d'y aller, il y a une grande partie qui voit quand même un peu les difficultés qu'il y a dedans. Et ça nous pose aussi des sollicitations du côté de l'engagement. Est-ce que j'y vais ou pas? Mais si j'y vais, comment je vais y être? Et ça, effectivement, ça nous engage. Automatiquement, si on admet ces deux choses, que la décision et l'engagement sont là en jeu, eh bien, ça va solliciter nos peurs, ça va réveiller toutes nos peurs, toutes celles qui fait qu'en fait, cette étape-là, qui est en train de nous mettre en crise, et voir le changement qu'on peut faire avec ça, cette étape-là, on ne l'avait pas envisagée auparavant. Voilà. Et donc, nos peurs vont être là, immanquablement nos deuils aussi, notamment ceux que nous n'avons pas tout à fait finis. Voilà, des deuils de projets, des deuils de personnes, des deuils de relations, d'idéaux, ce que vous voulez. Mais ils vont être convoqués ici. Et bien entendu, de façon plus pragmatique, si on pense à la relation, nos mécanismes de défense eux-mêmes vont être durement sollicités pour affronter cette crise et ce passage-là.
Au fond, notre enjeu va être, est-ce que je peux lâcher quelque chose pour arriver à cette transformation? Nous avons une petite équation au point où nous en sommes. Le changement entraîne la crise, et la crise nécessite un changement. On pourrait faire comme une boucle de rétroaction entre la crise et le changement. Ça se répond et ça se nourrit. Jusque-là, l'homéostasie familiale nous avait protégés de cette chose-là. On était dans quelque chose d'assez équilibré, quitte à faire fonctionner un symptôme pour qu'il n'y ait pas besoin de se poser cette question-là. Sauf que là, le symptôme ne marche plus, comme s'il avait atteint un seuil limite, et donc du coup, ça bascule dans la crise. On est en train d'éprouver la paralysie étouffante de nos vies. Pendant longtemps, on s'est contenté de ça, de se débrouiller avec des symptômes plus ou moins importants, des choses qui n'allaient pas. Et d'un coup, ce symptôme arrive à saturation. Le bénéfice qu'il nous amène est devenu moindre par rapport à la souffrance intrinsèque au symptôme qu'il nous cause. J'espère que je suis clair au point où j'en suis. Oui, ça se comprend ce que je raconte là? Ouais, d'accord. Voilà. Donc le tarif commence à être élevé, et ça, quand nous l'éprouvons quelquefois, c'est là où on va passer au seuil suivant, qui va être celui de la crise. D'une certaine façon, quand on en est à ce moment-là, on pourrait considérer ça comme une crise circonstancielle. On pourrait se dire d'une certaine façon, les crises vont toutes passer par ces circonstances-là. Je commence un petit dessin en 2 ou 3 parties. C'est un petit dessin conceptuel ou clinique, je ne sais pas comment appeler ça. Mais enfin, c'est un petit dessin pour essayer de rendre la chose claire. Au début, il y a des tensions. Alors les tensions, elles peuvent être multiples, ça peut être à l'intérieur de moi, ça peut être des tensions entre mes parents, si je suis un enfant, ça peut être des tensions qui viennent de l'extérieur et qui rebondissent à l'intérieur du groupe familial, mais enfin bref, il y a des tensions. Et ces tensions, on s'en débrouille plus ou moins mal. Dans les cas qui nous intéressent, bien sûr, on s'en débrouille suffisamment mal, c'est ça que ça veut dire. Et donc du coup, ces tensions, comme on ne peut pas, veut pas, on n'a pas les moyens au fond de les traiter. Ces tensions, qu'est-ce qu'elles vont amener? Elles vont amener de l'angoisse. Les enfants sont des cracks pour détecter ce truc-là avec leurs grandes antennes et au fond pour se mettre à éponger ce débordement d'angoisse. Et comme bien sûr, ils n'arrivent pas à traiter la tension en elle-même, ils arrivent à la détourner. Éponger, détourner, les enfants sont forts. Mais résoudre en tant que tel, non, en fait, ça, on le sait maintenant. Et du coup, cette angoisse qu'ils éprouvent, soit face à leur échec, soit parce qu'ils comprennent même pas d'où viennent la tension, de toute façon, juste ils l'éprouvent, ils la ressentent, c'est ça qui va nous amener à du symptôme. Et là, l'enfance met l'enfant, l'adolescent. C'est-à-dire, au fond, le membre le plus en fragilité du groupe familial, le membre sensible, au fond. Si vous regardez bien, quand vous avez un groupe familial, ce que vous apercevez, c'est que tout le monde, en fait, tout le monde souffre et tout le monde a du symptôme. Mais ceux des enfants sont plus criants, ou ce qu'il y a de sûr, on leur laisse plus de place, on accepte plus de les voir dans l'époque d'aujourd'hui et d'y faire quelque chose. Et ça, pendant un certain temps, ce truc-là, au fond, peut marcher assez bien. C'est-à-dire qu'il y a une tension qu'on ne peut pas traiter à un certain niveau, ça crée de l'angoisse, et puis il y a un symptôme. Et puis le symptôme, il envoie un message au niveau du groupe familial qui fait diminuer la tension. Et puis du coup, ça repart pour un tour. Pendant quelque temps, cette tension-là d'origine, on n'a plus le temps de s'en occuper. On est en train de traiter le symptôme. Donc, quelque part, il y a moins de tension. Et puis, bien sûr, comme ça ne marche jamais, comme ça ne suffit pas, ça va revenir. Les problèmes d'origine, les problèmes cachés, ceux qu'on n'arrive pas à traiter, ils vont revenir. Et donc, ça va recréer de l'angoisse. Et donc, il va y avoir une autre dose de symptômes, peut-être un petit peu plus forte. Mais pendant un certain temps, ce processus-là va marcher. Vous le connaissez pour la plupart d'entre vous. C'est le processus d'homéostasie. Voilà. Et, ma foi, ça fonctionne assez bien, ce truc-là. Qu'est-ce qui va se passer quand le symptôme devient trop coûteux? C'est-à-dire quand le symptôme de l'enfant, vous voyez, par exemple, l'adolescente qui est anorexique,
Et puis pendant un certain temps, ça fonctionne comme ça. On ne voit même pas d'ailleurs qu'elle est anorexique des fois. On s'en rend pas compte, personne. Et puis ça fonctionne comme ça. Et puis tout à coup, moi, je ne sais pas, elle tombe dans la rue. Voilà, elle tombe dans la rue, elle est amenée à l'hôpital, et là à l'hôpital, il y a un médecin, un infirmier qui dit mais elle va mourir si ça continue. Voilà, elle va mourir. Alors là, d'un coup, c'est grave. Voilà, c'est super grave. Et là, d'un coup, ce fonctionnement-là, on commence à se rendre compte qu'il peut durer un certain temps, mais quand même, souvent, on commence à se rendre compte que finalement, le bénéfice secondaire de symptômes devient moindre par rapport au coût de souffrance du symptôme. C'est là où vraiment nous passons à la crise. Voilà, ça c'est la première partie du dessin. On passe à la crise, parce que là, il n'y a plus moyen que ça fasse régulation. Dans son livre, Jacques Serfas avait écrit un petit mot sur ces choses-là. Et c'est un moment, il avait une phrase très jolie pour dire que dans ces moments-là, il y avait des paquets d'histoires qui nous faisaient courber les chines à chacun. Je trouvais que c'était une formulation très jolie, comme si chacun avait des paquets d'histoires individuelles qu'il avait trimballées et qui d'un coup se retrouvent dans cette partie-là de la crise. Ok, j'enchaîne, j'essaie de faire au mieux avec le temps qui reste. J'enchaîne avec le fait à quel moment le dysfonctionnement commence. Quand on est à la crise, c'est ce qu'on vient de parler, on a au fond deux choix. Le vert, ça se voit? Non? Le rouge. On va essayer. Quand on est à la crise, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on pouvait se mettre au travail et donc partir vers quelque chose qui va être un nouvel équilibre. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Ça va convoquer nos peurs, les deuils, les mécanismes de défense, etc. On peut se mettre en route pour ça. Ou alors, au contraire, on peut subir ou continuer à être dans la peur. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la crise elle-même va devenir une rétroaction négative et va revenir là. C'est-à-dire que la crise va reprendre au fond le rôle du symptôme. C'est-à-dire que la crise, au lieu d'être traitée comme une crise, elle va être comme avalée dans l'homéostasie familiale. On pourrait dire que c'est une sorte d'homéostasie de niveau 2. C'est ça que nous avons choisi d'appeler dysfonctionnement. Voilà. Le dysfonctionnement, ça se passerait ici. Il y a cette sorte de redescente, au lieu de chercher autre chose, de traiter ce problème trop compliqué. Donc, du coup, la crise est amortie dans l'homéostasie familiale et renvoie ici. Ce qui veut dire qu'il va falloir que ça refasse toute la ligne, grosso modo, pour réarriver à une crise. Et ça va recommencer comme ça pendant quelques temps. Invariablement, quand on en est là, le système, de toute façon, va se fissurer, va exploser littéralement. C'est là, par exemple, ça va se terminer par des ruptures, des passages à l'acte ultra-violent grave, des enfermements, hôpitaux ou prisons. C'est là que ça va se produire, à ce niveau-là du dysfonctionnement. Deux petites choses à vous dire sur le dysfonctionnement. À partir du moment où la crise est incluse, devient homéostatique dans le pseudo-équilibre du groupe familial, ça c'est vraiment l'heure du changement qui est dénié, au fond, on rentre là-dedans. Et la seconde chose, c'est les conséquences que ça entraîne. Automatiquement, on est dans une défaillance du sentiment d'altérité, il y a des projections et même des manipulations au moins inconscientes de l'autre, puisqu'il faut arriver à dénier cet état de débordement, cet état qui fait qu'on est passé même du symptôme à la crise, et même ça, il faut arriver à le mettre sur le côté. Ça a un prix pour tout le monde dans le groupe. On peut parler à ce moment-là de violence relationnelle. Ça ne veut pas dire du tout que ce soit intentionnel, mais on peut parler dans la relation d'une forme de violence, du fait de la défaillance de ce sentiment d'altérité, des projections, des manipulations. Clairement, on est dans un déni de crise. Et du coup, il va être complètement corrélé à ce déni
des violences relationnelles. C'est ça, pour l'instant, l'idée du dysfonctionnement. Ça m'amène maintenant à dire un petit mot sur les maltraitances, pour les distinguer. La grande question qui se pose, je trouve, dans les maltraitances, c'est est-ce qu'elles sont organisées ou réactionnelles? Je ne voudrais pas dire par là qu'il y aurait comme un classement de la souffrance ou que ça serait moins douloureux quand un enfant est battu, par exemple, s'il est battu par réaction ou s'il est battu de façon délibérée et répétée. Voilà. Mais quand même, souvent, c'est pas tout à fait la même chose dans la tête des auteurs. Voilà. Quand quelqu'un est dans la réaction, ça pose bien sûr tout un cortège de problèmes et de souffrances, mais peut-être qu'il y a un petit peu plus de chances d'arriver à atteindre et la personne arriver à se poser des questions. Je sais pas vous, moi ça m'arrive dans ma pratique de recevoir des personnes qui disent je m'aperçois de ça chez moi, je fais cet acte-là, hein, j'ai une violence, j'insulte mon proche, je tape mon proche, etc. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais je voudrais pas. Hein, ça m'arrive de recevoir des personnes dans ce genre de situation, ou des familles. Voilà. C'est pas du tout la même chose, bien sûr, quand on a affaire à une maltraitance systématisée, organisée, voire pensée, et où là, bien sûr, un sujet particulier, l'auteur de ces agressions, au fond, transpose sur les autres ce que lui-même ne peut pas vivre et les fait souffrir de ce dont lui-même n'a pas accès, en fait, quelque part. Voilà. Ça nous amène aussi à faire une autre distinction, de parler des maltraitances, entre ce qui est le psychotrauma et les traumatismes intrafamiliaux. Alors je dis intrafamilial, je pourrais dire intragroupal. Finalement, c'est à peu près valable, ce que je vais essayer de dire là. Ça peut se passer dans n'importe quel groupe d'appartenance où le lien est un peu fort. Ça peut se passer dans une équipe aussi, dans une institution, n'importe quelle institution, pas que dans notre champ. Mais au fond, il y a une grande différence entre les deux. Le psychotrauma, souvent, c'est quelque chose qu'on arrive à cibler. On sait qu'il y a eu tel acte, ou on sait qu'il y a eu une période donnée où il y a eu tel genre d'acte maltraitant, hein, que ce soit en termes de violence physique, sexuelle, psychique, verbale. Voilà, on sait qu'il peut y avoir des choses comme ça, et quelque part, dans le psychotrauma, on arrive assez à repérer cette chose-là. J'ai presque envie de dire, le psychotrauma, on pourrait entourer une date sur le calendrier. C'est un peu schématique de parler comme ça, mais quand même, on pourrait presque prendre un repère temporel, un repère événementiel du psychotrauma. Je suis en train de parler de l'autre aspect du processus traumatique. Je veux parler de celui qui dure, en fait, de celui qui s'inscrit. Je veux parler de cette ligne du temps où le psychotrauma peut surgir parce que ça fait déjà très longtemps que l'ambiance est complètement maltraitante. Et ça va continuer à durer longtemps. Ce type-là de maltraitance, le vocable que je trouve pour l'instant pour le nommer, c'est ça, le traumatisme intrafamilial ou intragroupal. J'y vois trois caractéristiques. La première, la violence, évidemment, en tant que telle, avec cette particularité que la violence a lieu dans le lieu relationnel qui est normalement le lieu de la protection. Et ça, c'est pas la même chose. Quand on est dans un groupe d'appartenance, hein, la famille ou un groupe d'appartenance ou un enfant, imaginez bien, se faire insulter par son père, ce n'est pas la même chose que de se faire insulter par son prof de sport. Tout le monde comprend bien cette chose-là. Dans les deux cas, c'est extrêmement pénible et pas à sa place. Mais ça ne produit pas la même chose quand même sur l'enfant ou l'adolescent. Donc la première chose, c'est ça, la violence dans le lieu relationnel normalement protecteur. La seconde chose, on peut dire de ce type de traumatisme que ce sont des traumatismes d'ambiance ou des traumatismes d'atmosphère. Voilà, on pourrait le qualifier comme ça. Ça a deux implications. La première, c'est pourquoi ça a lieu dans l'atmosphère et dans l'ambiance, parce qu'en fait, c'est les conditions du maintien de la relation. C'est pour ça que ça dure. Parce qu'au fond, si je suis un enfant ou un ado, si on me traite mal, si mon prof me traite mal, je peux essayer de me révolter, de ne plus venir à secours ou de le dire à quelqu'un pour que ça s'arrête. Mais quand c'est mon parent, c'est quand même énormément plus compliqué. Et donc là, je vais plutôt me mettre dans une espèce d'endurance à supporter cette maltraitance-là. Et la deuxième conséquence de ces traumatismes d'ambiance ou d'atmosphère,
c'est que c'est les plus difficiles à traiter. Parce que cela, on ne peut pas faire une date sur le calendrier. On ne peut pas dire ce jour-là, il s'est passé ça. Ce qui est déjà très difficile à traiter. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dissolu, qui s'est réparti à travers le temps. Quelque chose de plus complexe, de plus fuyant à attraper en quelque sorte. Et c'est ce qui nous demande souvent le plus de travail dans notre job. Et enfin, la troisième mention de ce traumatisme intrafamilial, c'est la durée. La durée est particulièrement significative. Littéralement, ça peut durer, si ce n'est pas repéré par des professionnels, ça veut dire que littéralement, ça peut durer toute l'enfance, toute l'adolescence. C'est long, tout ce temps-là, à être maltraité. Et ça laisse des traces durables. Si je complète le petit dessin. Avec l'idée de la maltraitance, c'est une bifurcation, la maltraitance. Nous n'arrivons pas à la crise, nous n'y passons pas. C'est une bifurcation qui a lieu ici. Et c'est là que va se situer la maltraitance. C'est une crise qui ne dit pas son nom, en fait. Et si on devait parler du psychotrauma, pour se le représenter aussi, le psychotrauma, ça existe bel et bien, on est d'accord, mais le psychotrauma, c'est un moment de cette ligne-là. Le psychotrauma, il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs, mais c'est un événement donné sur cette ligne-là. Et si on parle du traumatisme intrafamilial, et si on imagine que nous avons à faire un travail d'accompagnement, ce n'est pas que ce point-là que nous avons à travailler, c'est bien toute la ligne, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, beaucoup moins spectaculaire, plus gluant, je ne sais pas comment le dire, mais enfin, il faut du temps. Il faut du temps parce que la première étape, ça va être une étape autour de la reconnaissance. La plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, mon parent s'est plus ou moins bien occupé de moi. C'est ce genre de formule qu'on a très souvent. Et il va déjà falloir faire un vrai travail pour que ce que la personne énonce, mon parent s'est plus ou moins bien occupé de moi. Oui, il punissait parfois. Oui, il m'enfermait dans le garage. Ah ben, il vous enfermait dans le garage. Oui, même des fois, j'avais fait des grosses bêtises. J'étais à genoux dans le garage. Ah bon, à genoux dans le garage. Voilà. Et même, c'est arrivé une fois où il me faisait mettre un dictionnaire sur la tête et il ne fallait pas que le dictionnaire tombe. Voilà. Ces choses-là existent en vrai, comme vous le savez, pour la réponse. Voilà. Et donc, notre premier travail, ça va être que ce qui est nommé au fond, ce qui se met à circuler dans le travail d'accompagnement, ça puisse être reconnu pour ce que c'est, pour la maltraitance que c'est. Voilà. Donc c'est notre première partie du travail, cette reconnaissance. La deuxième, ça va être toute la traversée de la douleur. C'est là qu'on revient à la notion de souffrance que j'essayais de dire au début. C'est-à-dire qu'il va falloir faire cette traversée de la douleur et de la souffrance dans ce nœud paradoxal qui est que le lieu de la souffrance, c'est celui normalement de la protection. Et c'est pas du tout la même chose que si on a été agressé dans la rue. Une fois de plus, je dis ça avec respect. On peut être agressé dans la rue et c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement violent, on peut être traumatisé pour longtemps. Je dis juste que quand on est agressé par l'un de ses parents, ça prend une dimension qui est quand même, qui vient s'inscrire autrement au niveau psycho-affectif. Il y a vraiment ce nœud paradoxal que c'est là qu'on devrait me protéger et c'est là qu'on me maltraite. C'est vraiment une rupture, en fait, du système d'appartenance. Et pourtant, il faut y être dedans. Donc cette traversée-là, elle va être plus difficile encore. Et enfin, il y a un troisième aspect, c'est qu'une fois qu'on aura fait tout ça, c'est pas aussi chronologique que ce que je schématise ici en essayant de l'expliquer. Mais une fois qu'on aura fait tout ce boulot, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, derrière, on va découvrir le manque ordinaire. On va découvrir toute une zone, entre guillemets, de type névrotique, où le temps que le parent a maltraité, le temps qu'un parent n'a pas interagi pour stopper cette maltraitance, et bien pendant ce temps-là, il y a des manques qui se sont accumulés. On n'a pas pu prendre confiance en soi, on n'a pas pu se construire, on n'a pas pu apprendre plein de choses. Et tous ces manques-là, il va falloir aussi les travailler. Je voudrais juste insister sur ça avant de boucler mon propos. C'est notre plus long travail. C'est le plus ingrat. C'est le moins spectaculaire. On n'est pas du tout sur
tiens, j'ai résolu quelque chose, hein, ou même on a parlé de la maltraitance. Non, on aide réellement quelqu'un à se reconstruire. Hein, quelqu'un qui a eu ce genre de perturbation que j'essaye d'expliquer, et en traversant tout ce travail-là sur la ligne de la maltraitance, on l'aide à remettre en route des apprentissages qui forcément ne pouvaient pas avoir lieu. Nous-mêmes, nous sommes aspirés par les problèmes. Et quand enfin, nous-mêmes, nous sommes capables de reconnaître qu'il y a une maltraitance, on se focalise là-dessus. Et à juste titre, c'est de ça qu'il faut s'occuper. Tout à fait. Mais c'est pas parce qu'on a fini de parler ou d'évoquer la maltraitance que le job il est terminé. En fait, il y a tout le reste après derrière. Tous les manques qui se sont accumulés à travers toute cette durée, et ça aussi, ils sont à traiter parce que ça aussi, c'est de la souffrance. Et d'une certaine façon, elle est liée aussi à la maltraitance. Un petit mot pour les professionnels de la relation d'aide et de la psychothérapie. Nous sommes nous-mêmes dans un schéma de réparation, dans des schémas de réparation qui sont ancrés. Comme on est entre nous aujourd'hui, voilà, on peut se parler, se dire des choses un petit peu comme ça. C'est pas des défaillances, c'est pas des défauts. Mais évidemment, pour choisir un job comme celui qu'on a choisi, vu que c'est rarement le genre de métier où on fait fortune, n'est-ce pas? Voilà, c'est qu'on a une autre motivation qui est quand même assez profonde, vu les exigences de ce genre de job. Voilà. Et notre motivation, ça me paraît net. Avant d'être des professionnels de la relation d'aide, nous avons été durablement des amateurs, hein, d'enfants ou adolescents d'une manière ou d'une autre. Nous avons été des amateurs du soutien, des amateurs de l'aide, hein, des amateurs acharnés parfois. Et donc évidemment, nous avons construit un schéma de réparation fort qui nous a permis d'arriver jusque-là. On travaille aussi. C'est-à-dire que nous apprenons aussi à travers notre métier, puis notre propre évolution dans la vie, on apprend à le doser, ce schéma de réparation. On apprend aussi à faire le deuil de ce qui n'était pas possible que nous sauvions quand nous étions enfants. Mais qu'on peut quand même utiliser cette énergie-là aujourd'hui pour essayer de faire quelque chose d'utile. Le dernier mot que je veux souligner, c'est que nos schémas de réparation sont particulièrement sollicités dans les moments de crise, puisque nous aussi, nous avons eu des crises, nous avons eu des questions identitaires, nous avons nous-mêmes vu qu'il fallait remettre en question, rééquilibrer autrement nos schémas de réparation, parce que comme on était parti enfant, on y aurait laissé la peau, et donc ça nous amène à recombiner ces choses-là. Et donc dans la crise, automatiquement, nos schémas de réparation, ça vient les chercher à travers nos propres crises. Quand on est au niveau du dysfonctionnement, quand la crise devient elle-même homéostatique, nos schémas de réparation sont sollicités d'une façon beaucoup plus importante. Le dernier mot, c'est pour dire que quand nous travaillons sur la ligne de la maltraitance, nos schémas de réparation sont activés de façon constante, ils sont sollicités de façon constante. Nos échecs aussi. Nos douleurs se situent là aussi. Voilà. Quand on a affaire à quelqu'un, quand nous accompagnons quelqu'un qui a été maltraité, ou quand nous accompagnons quelqu'un qui est auteur de maltraitance, ou une famille qui est dans la maltraitance, nos propres schémas de réparation et les échecs qui sont derrière, puisque nous n'avons pas sauvé notre famille d'origine, ces choses-là sont activées de façon constante dans ce travail-là. C'est une des spécificités de la clinique des maltraitances, et c'est ce qui fait aussi sa complexité et à quel point ça nous fait peser. Voilà, pour commencer la journée, j'espère que c'était voilà, pas trop raide pour démarrer. Bien, donc, il marche. Oui.